Salut toutes et tous, ça me fait plaisir de vous revoir pour partager avec vous cette fois sur le prana. Le prana, le souffle, le fluide vital, la force, le principe de vie, l'énergie nerveuse, l'énergie cosmique qui est créatrice de l'univers. Alors peut-être avez-vous déjà entendu dire que le prana est au yoga ce que l'électricité est à notre civilisation moderne. Ça, c'est un bon rapprochement, c'est intéressant. De même, d'autres rapprochements sont bienvenus. Prana et énergie électromagnétique. Prana et énergie nucléaire, c'est-à-dire l'énergie de liaison des constituants du noyau des atomes. Alors pour bien comprendre ces analogies, on pourrait s'organiser un petit voyage dans un passé reculé, avec par exemple la machine à explorer le temps de Wells, pour aller rencontrer un yogi. Remontons, disons, 2000 ans avant Jésus-Christ, et ce yogi, on lui ferait une présentation de notre monde moderne, en lui décrivant les voitures, les avions, les ordinateurs évidemment, avec Netflix, la TV, BFM, la radio, Spotify, les lampes halogènes, qui sont d'ailleurs tout doucement remplacées par les LED, et puis des choses de notre quotidien comme les machines à lessiver, les sèche-cheveux, et puis des trucs incroyables, les fusées et les navettes qui nous ont permis d'aller marcher sur la Lune. Si on s'y prend ainsi pour décrire notre civilisation à ce yogi des temps passés, si on lui explique ainsi notre technologie en oubliant de lui parler de l'électricité, eh bien, fort à parier que ce yogi ne comprenne rien et ait même une vue carrément faussée de notre civilisation. Il ne pourra pas entrevoir quel est l'un des ressorts, l'un des moteurs principaux qui sous-tend, qui permet notre technologie moderne, c'est-à-dire, entre autres, l'énergie électrique. Une énergie d'ailleurs qu'on oublie nous-mêmes jusqu'au moment où tu as une panne d'électricité, une coupure, et que tu n'as plus le téléphone et Internet pendant 24 heures. Eh bien, vous savez, de la même manière, ignorer ou méconnaître l'existence du prana, son action, sur notre organisme par exemple, la façon de l'accumuler, de le stocker, de le diriger, de l'orienter volontairement. Ignorer ça, c'est ignorer le véritable yoga. Alors c'est évident qu'il est possible de réaliser des postures de yoga sur le tapis sans se soucier du prana. Et il est très probable d'ailleurs que dans une certaine mesure, les postures que l'on va adopter vont automatiquement assurer une certaine disposition, un équilibre du prana, mais on n'ira pas loin en pratiquant comme ça. Après un certain temps et beaucoup d'efforts, on va stagner, on va plafonner. En yoga, si on veut progresser, il faut dépasser le stade de l'exécution purement mécanique des postures et de tout autre exercice pour passer au stade du contrôle du prana. Alors, mais de quoi on parle? C'est quoi le prana? Une force, une énergie, un principe invisible, mystérieux? Oui, certainement. Subtil, obscur, occulte. Swami Shivananda disait que le prana est la somme de toutes les énergies manifestées dans l'univers. C'est la somme totale de toutes les forces latentes, de toutes les puissances cachées dans l'homme et de celles qui reposent partout autour de nous. La chaleur, la lumière, l'électricité, le magnétisme sont des manifestations de prana. Toutes les forces physiques, toutes les forces mentales se regroupent sous le nom prana. Prana est force en chaque plan d'existence, du plus évolué au plus primitif. Ce qui bouge, ce qui travaille, ce qui est en vie ne manifeste rien d'autre que le prana.
Alors, parlant ainsi, waouh, le prana, c'est carrément vaste, quoi. Et puisque justement le champ sémantique que recouvre ce mot prana est pour le moins étendu, ça c'est un truc dont je vous avais parlé dans une vidéo très ancienne sur le pranayama, et bien puisque ce champ sémantique est large, il peut être intéressant de distinguer le prana qui désigne l'énergie cosmique prise dans son ensemble et le prana qui exprime une forme manifestée de cette énergie. Alors par écrit, on peut facilement, c'est ce qu'on fait d'habitude, faire cette précision. On peut donner à prana un P majuscule lorsqu'on fait référence à l'énergie universelle indifférenciée, et puis l'écrire avec un P minuscule quand on parle de l'énergie différenciée, manifestée sous une forme ou une autre, puisque effectivement les visages de ces pranas manifestés sont innombrables. Par exemple, rien que dans les branches de la physique, on retrouve le concept d'énergie sous des formes très diverses, en mécanique, en thermodynamique, en électromagnétisme, en mécanique quantique, et puis pas qu'en physique, dans d'autres disciplines, en particulier en chimie. Donc, le magnétisme est une forme manifestée, une manifestation du prana, tout comme l'électricité, le nucléaire, la gravitation. Les choses se déplacent dans notre univers grâce au prana. Grâce au prana, la terre tourne, le vent souffle, la hache s'abat et fend la bûche, le cœur se contracte et se relâche, le sang circule. Les électrons tournent autour du noyau atomique. La brute donne un coup de poing. L'avion décolle, les paupières s'ouvrent et se ferment. Le scientifique, le philosophe, vous, moi, nous pensons. Le prana, en ce sens, est universel. Prana et énergie électrique. Prana et énergie électromagnétique. Donc prana et énergie. Voilà de bons rapprochements que l'on peut faire de nos jours entre le prana et puis un concept occidental, moderne. C'est ce qu'on retrouve d'habitude dans la littérature. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Et puis établir une simple équivalence entre le concept de prana et puis celui d'énergie. Pour nous occidentaux, le mot énergie fait référence à des notions moins larges que celui que recouvre le prana. Énergie, c'est trop matériel. Pour le yogi, je vous l'ai dit, la pensée, par exemple, est elle-même une forme de prana. Alors que pour nous, l'énergie, c'est quelque chose de foncièrement différent. Notre notion d'énergie est, disons, industrielle. Selon les yogis, le prana est présent dans l'air. Et pourtant, il n'est ni l'oxygène, ni l'azote, ni aucun constituant chimique de l'atmosphère. Le prana existe dans la nourriture, dans la boisson. Mais il n'est pas les protéines, il n'est pas les glucides, ni les vitamines, il n'est pas la chaleur. Le prana se retrouve dans la lumière du soleil, mais ce n'est pas les photons, ni les rayons ultraviolets. Le prana pénètre toute chose, même là où l'air, l'eau ou la lumière ne peuvent accéder. Le prana imprègne toute chose, le cosmos tout entier. Et tous les phénomènes. Et en ce qui nous concerne, sans prana, la vie n'est pas possible. Parce que le prana, c'est la véritable nourriture de la vie. Mais dans le yoga, on ne se contente pas juste d'affirmer l'existence du prana. On va plus loin, puisque les sages de la tradition proclament, et ça forme vraiment la base même du yoga, ils proclament que le prana peut être stocké, il peut être accumulé dans le système nerveux, par exemple, en particulier dans le plexus solaire. Les sages mettent en plus l'accent sur cette notion, mais capitale et essentielle, que le yoga nous donne le pouvoir de diriger à volonté ce courant de prana, par l'exercice, par la pensée. Donc les yogis
ne se sont pas contentés de seulement déceler l'existence du prana, ce qui est déjà remarquable. Ils ont découvert qu'il est possible de le contrôler. Et ils ont déterminé les lois et les techniques particulières pour y arriver. Cette science s'appelle le pranayama. Et en fait, tous les exercices de yoga visent cet objectif, pas seulement les techniques respiratoires. C'est pour ça que le pranayama tient une place énorme dans les traditions indiennes. Chaque pratique religieuse chez les hindous commence par le pranayama. Puis toutes les choses avant de manger, de boire, de résoudre quoi que ce soit, de prendre une décision, de formuler un choix, on fait du pranayama. Et lorsque le pranayama précède chaque geste, chaque mouvement de pensée, le succès est garanti et les souhaits s'accomplissent. Et vous savez, suivant cette manière de voir, pour le yogi, l'univers entier est son propre corps. La matière qui compose son corps est identique à celle qui fait évoluer l'univers. La force qui vibre dans ses nerfs n'est pas différente de celle qui vibre dans l'univers. Pour le yogi, la maîtrise du prana qui donne vitalité au corps signifie donc également la maîtrise des forces de la nature. Le contrôle du prana, c'est une méthode par laquelle le yogi essaie de réaliser dans son propre corps la totalité de la vie cosmique et d'atteindre la perfection en obtenant tous les pouvoirs de l'univers. Celui qui a conquis cette énergie n'est pas seulement le maître de sa propre existence sur les plans physiques et mentaux, mais le maître du monde entier. Pour ses pratiquants, on peut dire que le yoga donne un accès conscient et volontaire aux sources mêmes de la vie. Bon. Et bien, sur ces bonnes paroles, qui résonnent bien, que le yoga donne accès aux sources mêmes de la vie, on va en rester là pour cette présentation du prana. Pensez à vous abonner, et puis un truc que j'avais envie de vous dire depuis un petit bout de temps, quand vous êtes sur la chaîne Yoga et Kanka, cliquez également sur l'onglet vidéo. Ça va vous donner un accès à l'ensemble des vidéos. Parce que quand vous êtes sur la page d'accueil avec les playlists, vous n'avez pas accès à toutes les vidéos. Donc passez par l'onglet vidéo et puis là vous verrez que vous avez pratiquement à disposition plus de 100 vidéos. Et puis ça va encore continuer, je vais encore en poster parce que j'aime bien ça. En attendant, 1000 bisous, à bientôt, bye.